Mes parents ont refusé de payer mes études, maintenant ils s'attendent à ce que je finance le mariage somptueux de ma sœur, mais je leur ai fait un rappel à la réalité. Ils ne l'oublieront jamais. Je m'appelle Evelyne. J'ai 28 ans. Si vous demandiez à mes parents, ils me décriraient probablement comme la fille tranquille ou indépendante. Mais ce ne sont que des mots polis pour désigner celle qui est invisible. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans une maison qui ressemblait à une scène de théâtre où ma sœur Elina était la star et j'étais la machiniste travaillant dans l'ombre. Elina avait 2 ans de moins que moi. Elle était pétillante, bruyante et exigeante. Elle avait des cheveux dorés et un sourire qui semblait duper tout le monde pour obtenir tout ce qu'elle voulait. J'étais différente. J'avais des cheveux sombres, des yeux sérieux et une voix douce. En grandissant, les règles dans notre maison étaient tacites mais très claires. Le bonheur d'Elena était la priorité. Ma stabilité était ce que l'on attendait de moi. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. J'avais demandé une petite réunion, juste quelques amis et un gâteau au chocolat. Ma mère m'avait promis qu'elle le ferait. J'ai passé toute la semaine à attendre cela avec impatience. J'ai nettoyé ma chambre. J'ai fini tous mes devoirs en avance. Je voulais que tout soit parfait. Le matin de mon anniversaire, Alina s'est réveillée avec une légère toux. Ce n'était pas de la fièvre. Ce n'était pas la grippe. C'était juste une toux sèche. Mais ma mère est entrée en mode panique. Oh, mon pauvre ange, a roucoulé ma mère, tâtant le front d'Alina pour la 10e fois. Nous ne pouvons pas recevoir du monde alors que tu te sens comme ça. Tu as besoin de repos. Mais maman, ai-je dit d'une petite voix. C'est mon anniversaire. Mes amis arrivent dans 2 heures. Mon père a levé les yeux de son journal. Il ne m'a pas regardé avec sympathie. Il m'a regardé avec agacement. Hélène, ne sois pas égoïste. Ta sœur ne va pas bien. Nous ne pouvons pas avoir une maison pleine de filles hurlantes qui la dérangent. Je peux être silencieuse, ai-je plaidé. Nous resterons dans l'arrière-cour. Non, a dit ma mère fermement. J'annule tout. Nous allons commander des pizzas et nous pourrons regarder un film qu'Elina aime pour qu'elle se sente mieux. C'était tout. Mon anniversaire a été annulé parce qu'Alina a toussé. Ce soir-là, nous avons regardé le dessin animé préféré d'Elena. J'étais assise dans le coin du canapé à manger une part de pizza froide pendant que mes parents se pressaient autour d'Elina, lui donnant de la soupe et ajustant sa couverture. Personne ne m'a plus souhaité un joyeux anniversaire ce soir-là. J'ai appris une dure leçon ce jour-là. Dans cette famille, mes besoins étaient négociables. Ceux d'Alina étaient obligatoires. Ce schéma s'est poursuivi pendant nos années d'adolescence. J'étais la fille fiable. J'avais des notes parfaites. Je n'ai jamais manqué le couvre-feu. Je faisais ma propre lessive. Je préparais mes propres déjeuners. Mes parents ne vérifiaient jamais mes bulletins scolaires parce qu'ils supposaient que je réussirais bien. Quand je rapportais une note parfaite à un test de maths, mon père hochait simplement la tête et disait « Bien. C'est ce que nous attendons de toi. » Mais si Alina obtenait un C-, c'était la crise. Ils embauchaient des tuteurs. Ils s'asseyaient avec elle pendant des heures pour l'aider dans ses devoirs, l'encourager, la féliciter pour le moindre effort. « Regarde, Evelyne, disait ma mère, rayonnante. Elina a fini sa dissertation d'histoire. N'est-ce pas merveilleux? J'ai fini la mienne il y a 3 jours, disais-je. Eh bien, tu es naturellement intelligente, balayait ma mère d'un revers de main dédaigneux. C'est plus difficile pour elle. Tu devrais la soutenir davantage. Je suis devenu l'amortisseur émotionnel de la famille. Si mes parents se disputaient, c'était moi qui ramassais les assiettes brisées. Si Alina rentrait à la maison en pleurant parce qu'un garçon ne l'aimait pas, c'était moi qu'on envoyait consoler. Va parler à ta sœur, me disait papa. Elle te prend pour modèle. Mais elle ne me prenait pas pour modèle. Elle me traversait du regard. Elle savait tout aussi bien que moi qu'elle était le centre de leur univers. J'étais juste un satellite en orbite autour d'eux, utile mais distante. Je me souviens d'un Noël quand j'avais 16 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter un carnet de croquis spécial. J'adorais dessiner. C'était mon échappatoire. J'avais fait des allusions à mes parents pendant des semaines pour leur faire comprendre que je voulais du matériel d'art. Le matin de Noël,
j'ai regardé Alina déchirer emballage après emballage. Elle a eu les jeans de marque qu'elle voulait. Elle a eu un nouveau téléphone. Elle a eu des billets pour un concert. Sa pile de cadeaux était immense. Puis ils m'ont tendu mon cadeau. C'était une boîte plate unique. Mon cœur a battu un peu plus vite. Peut-être qu'il m'avait écouté. Peut-être qu'il m'avait acheté le kit d'art professionnel. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un ensemble de manuels scolaires, un guide de préparation au SAT et un livre de calcul avancé. J'ai fixé les livres. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, chaude et douloureuse. Nous voulons nous assurer que tu entres dans une bonne université, a dit mon père en me tapotant l'épaule. Nous savons que tu es concentré sur ton avenir. Les cadeaux pratiques sont les meilleurs cadeaux. Est-ce que vous m'avez acheté autre chose, ai-je demandé, détestant à quel point je paraissais pathétique. Ne sois pas ingrate, a répliqué ma mère d'un ton sec. Ces livres coûtent cher. Elena avait besoin de vêtements parce qu'elle grandit si vite. Tu as plein de vêtements. J'ai regardé Elina. Elle brandissait un pull en cachemire, poussant des cris de joie. Elle n'a même pas jeté un œil à mes manuels. Elle s'en fichait. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant 1 heure. Ce n'était pas à cause du cadeau. C'était une question d'être vu. Il voyait Elina comme une personne à chérir. Il me voyait comme un projet à gérer. Il l'aimait. Il comptait sur moi. Et il y a une très grande, très douloureuse différence entre être aimé et être utile. J'ai commencé à construire un mur autour de mon cœur. Ensuite, j'ai arrêté de partager mes sentiments avec eux. J'ai arrêté de leur parler de mes dessins. J'ai arrêté de leur parler des garçons que j'aimais ou des rêves que j'avais. Je suis devenue exactement ce qu'ils voulaient, silencieuse, efficace et sans histoire. Mais au fond de moi, je hurlais. Je voulais qu'ils me demandent comment s'était passée ma journée. Je voulais qu'ils me serrent dans leurs bras sans que je le leur demande d'abord. Je voulais être la fille qu'ils adoraient, pas seulement la fille de qui ils attendaient tout. Je ne savais pas encore que la pire des trahisons était à venir. Je pensais que le favoritisme n'était qu'une question d'anniversaire et de cadeaux de Noël. Je ne me rendais pas compte que lorsqu'il s'agirait de mon avenir concret, leur négligence me détruirait presque. L'enveloppe était épaisse. C'est la première chose que j'ai remarquée en la sortant de la boîte aux lettres. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli la faire tomber dans la neige. Elle provenait de l'Université du Colorado, du programme de cybersécurité. C'était l'un des meilleurs programmes du pays, et il était très sélectif. J'ai couru à l'intérieur de la maison, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. « Maman, papa » ai-je crié. C'était un mardi soir. Mes parents étaient dans la cuisine. Maman préparait des lasagnes, le plat préféré d'Elena. Papa lisait un magazine. Elina était assise au comptoir, envoyant des SMS sur son téléphone. « Qu'y a-t-il, Evelyn » a demandé papa, sans lever les yeux. Pas besoin de crier. J'ai été accepté, ai-je soufflé, en déchirant l'enveloppe. J'ai sorti la lettre et parcouru les premières lignes. J'avais été reçu. J'avais été accepté dans le programme de cybersécurité. Pendant 1 seconde, il y a eu un silence. J'ai attendu une explosion de joie. J'ai attendu que ma maman lâche sa cuillère et me serre dans ses bras. J'ai attendu que mon père me tape dans la main. « C'est bien, ma chérie » a dit maman, se retournant vers la cuisinière. « Pourrais-tu mettre la table ? Elina, mon ange, tu veux du pain à l'ail ?» Je suis resté là, figé. La lettre pendait dans ma main. « Vous m'avez entendu ? J'ai été admise dans le programme. C'est l'école de mes rêves. » Papa a enfin posé son magazine. Il a retiré ses lunettes de lecture et m'a regardé avec un air sérieux. « Nous t'avons entendu, Evelyn. C'est une belle réussite. Tu as bien étudié. Mais... » J'ai hésité. « Je dois envoyer la compte de réservation d'ici la semaine prochaine, et nous devons régler la question des frais de scolarité. J'ai demandé de l'aide financière, mais en raison de vos revenus, je n'ai pas obtenu grand-chose. J'ai besoin que vous causigniez un prêt ou... » L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Elle est passée de l'indifférence à la froideur. Mon père s'est levé. C'était un homme grand, intimidant quand il le voulait. « Evelyne, assieds-toi.
Je me suis assise à la table, serrant ma lettre d'acceptation contre moi. Elena n'a pas levé les yeux de son téléphone, mais j'ai vu un léger rictus sur son visage. Nous devons être clairs sur un point, a dit mon père. Nous en avons discuté. Nous ne paierons pas pour tes études universitaires. J'ai cligné des yeux. Quoi? Mais vous avez payé pour mon lycée privé. Vous m'avez parlé de l'université toute ma vie. C'était différent, est intervenue maman, en s'essuyant les mains sur un torchon. L'université coûte cher, et nous pensons que s'endetter est honteux. Si tu veux ce diplôme, tu dois le mériter par toi-même. Nous n'allons pas te le donner sur un plateau d'argent. Je ne vous demande pas de me le donner sur un plateau d'argent, ai-je balbutié. Je demande de l'aide. Les frais de scolarité sont de 40 000 $ par an. Je ne peux pas gagner cette somme avec un emploi au salaire minimum. J'ai juste besoin que vous consigniez un prêt. Je le rembourserai. Promis. Non, a dit papa. Le mot a été tranchant, comme une porte qui claque. Nous ne mettrons pas notre nom sur une dette. C'est risqué. Si tu échoues, c'est nous qui devrons payer. Nous devons penser à notre retraite. Nous avons la maison. Mais vous avez acheté une voiture à Elina le mois dernier, ai-je dit, haussant le ton. Vous lui avez acheté une Jeep flambant neuve parce qu'elle a réussi son permis de conduire au 2e essai. C'est différent, a dit maman sur la défensive. Elina a besoin de se rendre à l'école en toute sécurité. Elle est délicate. Elle devient anxieuse dans le bus. Je vais perdre ma place, ai-je crié, les larmes débordant enfin. Si je ne paie pas la compte de réservation, je perds ma place. S'il vous plaît, c'est mon avenir. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Ces manuels que vous m'avez offerts pour Noël, je les ai utilisés. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Mon père a croisé les bras. C'est une leçon de résilience, Evelyne. Si tu le veux vraiment, tu trouveras un moyen. Le caractère se forge dans l'épreuve. Nous faisons cela pour ton bien. Nous ne voulons pas que tu sois gâté. Gâté? Le mot a résonné dans mes oreilles. J'ai regardé Alina, qui buvait un soda, vêtue du pull de marque qu'il lui avait acheté. J'ai regardé mes parents debout dans leur belle cuisine dans leur belle maison. Ils n'étaient pas ruinés. Ils ne voulaient tout simplement pas dépenser leur argent pour moi. Je ne peux pas vous croire, ai-je chuchoté. Vous êtes censé être de mon côté. Nous le sommes, a dit maman calmement. Je ne suis pas resté pour le dîner. J'ai attrapé mon manteau et je me suis enfui par la porte arrière. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. J'ai fini par arriver chez mes grands-parents, à 3 miles de là. Elden et Margaret vivaient dans un petit bungalow chaleureux qui sentait le thé à la menthe et le vieux papier. Quand ma grand-mère a ouvert la porte et a vu mon visage baigné de larmes, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement tiré à l'intérieur. Je me suis assise à leur petite table de cuisine et j'ai sangloté. Je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé de la lettre, du refus, de la voiture qu'ils avaient achetée à Elina. Grand-père Elden est resté assis en silence, la mâchoire serrée. Grand-mère Margaret m'a caressé les cheveux. Ils ne signeront pas, ai-je étouffé. Je ne peux pas y aller. Je dois décliner l'offre. Grand-père Elden s'est raclé la gorge. Il a mis la main dans sa poche et a sorti un chéquier. Ses mains étaient usées et tremblantes, mais sa voix était ferme. À combien s'élève la compte, a-t-il demandé. Grand-père, non, ai-je dit. C'est 500 $ juste pour réserver la place, mais les frais de scolarité. Nous ne pouvons pas payer les frais de scolarité, Evie, a dit doucement grand-mère. Nous n'avons pas ce genre d'argent, mais nous pouvons t'aider pour la compte, et tu peux habiter ici. Tu peux loger dans la chambre d'amis. C'est plus près de la ville. Tu pourras prendre le bus. Je devrais quand même payer pour les cours, ai-je dit en m'essuyant les yeux. Tu travailleras, a dit grand-père. Tu es forte, plus forte que tes parents ne le réalisent. Tu travailleras et tu prendras moins de cours à la fois s'il le faut, mais tu n'abandonneras pas, je les ai regardés. Ces 2 personnes âgées qui vivaient d'une pension, m'offrant tout ce qu'elles avaient. Elles m'apportaient le soutien que mes parents me refusaient. Pourquoi sont-ils comme ça, ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi me détestent-ils? Ils ne te détestent pas, ma chérie, a soupiré grand-mère. Ils
Ils te considèrent simplement comme l'adulte. Ils pensent que tu n'as pas besoin d'eux. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi qu'ils sont. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis de mes grands-parents. J'ai ressenti un mélange étrange de chagrin et de détermination. Mes parents m'avaient coupé du nid. Ils m'avaient jeté dans le grand bain, s'attendant à ce que je me noie ou que je nage seul. J'ai décidé à ce moment précis que je nagerais. Je nagerais si loin d'eux qu'ils ne pourraient plus jamais m'aspirer vers le fond. Les 4 années suivantes furent un tourbillon d'épuisement. J'ai emménagé chez mes grands-parents, dormant sur un matelas une place dans une pièce remplie de boîtes à couture de grand-mère. Ce n'était pas glamour, mais c'était sûr. C'était un foyer où j'étais la bienvenue, et non simplement tolérée. Mes parents ne m'ont pas empêché de déménager. En fait, ils ont semblé soulagés. Cela signifiait une bouche de moins à nourrir, une personne de moins à charge. Ils appelaient de temps en temps, mais les conversations étaient brèves. « Comment se passent les cours ?» demandait maman. « C'est dur », répondais-je. « Je suis fatigué. »« Eh bien, continue comme ça », répliquait-elle avant de se lancer dans une histoire de 10 minutes sur le club de théâtre d'Elena ou la robe de bal d'Elena. J'ai arrêté d'écouter. Je me suis concentré sur la survie. J'avais 3 emplois. Le matin, de 4h à 8h, je mettais en rayon dans une épicerie. Ensuite, j'allais en cours jusqu'à 14h. De 15h à 22h, je servais dans un dîner. Les week-ends, je nettoyais des bureaux. J'étais constamment fatigué. Mes os me faisaient mal. Mes yeux me brûlaient à force de fixer des écrans d'ordinateur et des manuels. Je mangeais ce qu'il y avait de moins cher. Des ramen instantanés, des sandwichs au beurre de cacahuètes, des restes de frites du dîner. J'ai perdu du poids. J'avais des cernes sous les yeux, mais j'ai payé mes frais de scolarité, jusqu'au dernier centime. J'ai contracté le maximum de prêts étudiants fédéraux que je pouvais obtenir sans garant, et j'ai payé le reste en espèces. Cela signifiait que je ne pouvais pas aller aux fêtes. Je ne pouvais pas acheter de nouveaux vêtements. J'ai porté les mêmes baskets jusqu'à ce que les semelles soient percées et laissent entrer la pluie. Je me souviens d'un jour d'hiver, je marchais vers l'arrêt de bus. Il neigeait abondamment. Mon manteau était fin, et je grelottais de manière incontrôlable. J'ai vu une voiture passer, une Jeep argentée. C'était Elina. Elle riait avec ses amis, le chauffage tournant à plein régime à l'intérieur de la voiture. Elle ne m'a pas vu. Elle a roulé en plein dans une flaque d'eau, éclaboussant mes jambes de boue glacée. Je suis resté là, gelé et trempé, regardant ma sœur s'éloigner dans la voiture que mes parents lui avaient achetée. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas l'énergie de pleurer. J'ai juste senti un œuf froid et dur se serrer dans mon estomac. Je réussirai, me suis-je dit. Et je ne leur devrai rien. Le jour de la remise des diplômes est arrivé. J'ai obtenu mon diplôme magna cum laude, major de ma promotion. Mes parents sont venus à la cérémonie. Ils ont pris quelques photos. Nous sommes fiers de toi, a dit papa, souriant face à l'objectif. Nous savions que tu pouvais le faire. Tu vois, nous te l'avions dit, tu n'avais pas besoin d'aumône. Je l'ai regardé dans son beau costume. Il croyait sincèrement m'avoir rendu service. Il croyait que sa négligence était une stratégie pédagogique. Merci, ai-je simplement dit. Je ne l'ai pas serré dans mes bras en retour. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi d'analyste junior en cybersécurité dans un grand cabinet à Denver. Le salaire de départ représentait plus d'argent que je n'en avais jamais vu. La première chose que j'ai faite a été d'emmener mes grands-parents dîner dans un restaurant chic. Je leur ai offert des steaks et du vin. J'ai regardé grand-père sourire, ses yeux se plissant au coin, et j'ai ressenti un immense élan de fierté. J'avais fait cela. Nous avions fait cela. J'ai emménagé dans mon propre appartement. Il était moderne, propre et calme. J'ai acheté un canapé gris. J'ai acheté une grande télévision. J'ai acheté du matériel d'art, du cher. J'ai rempli mon réfrigérateur de produits frais. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas faim. Je n'étais pas fatigué. J'étais en sécurité. Mais la dynamique avec ma famille n'a pas changé. Si tant est, elle a empiré. Maintenant que j'avais de l'argent, ils supposaient que j'allais bien. Ils supposaient que je n'avais pas de problème.
Je rentrais parfois dîner le dimanche, principalement par culpabilité. La conversation tournait toujours autour d'Elina. Elena avait abandonné l'université après un semestre parce que c'était trop stressant. Mes parents étaient compréhensifs. Ils l'ont laissée revenir habiter à la maison gratuitement. Ils ont payé pour qu'elle aille dans une école de cosmétologie. Puis elle a abandonné cela aussi. Ensuite, elle a voulu devenir influenceuse. Ils lui ont acheté des caméras et du matériel d'éclairage. Elina est juste en train de se chercher, disait maman. Pendant ce temps, personne ne prenait des nouvelles de mon travail. Personne ne m'interrogeait sur les cyberattaques que je déjouais ou les promotions que j'obtenais. J'étais juste le personnage d'arrière-plan qui s'en était sorti. Ainsi, je n'avais plus besoin d'attention. Je me souviens très bien d'un dîner. Je venais d'être promu analyste senior. C'était un événement majeur. J'ai eu une promotion, ai-je annoncé devant le rôti. C'est bien, Evelyn, a dit papa en mâchant. Passe le sel. Elina a rencontré un garçon, a interrompu maman, les yeux grands ouverts. Il s'appelle Julien. Il vient d'une famille très riche. Son père possède une chaîne d'hôtels. Tu te rends compte? Il conduit une Porsche, a ajouté Elina avec un grand sourire. Il m'emmène à Cabo la semaine prochaine. C'est merveilleux, ma chérie, maman a applaudi. Tu mérites des vacances. Je suis restée assise là, serrant ma fourchette. J'avais travaillé 80 heures par semaine pendant 4 ans. Je m'étais extirpé de la pauvreté. Et ils étaient plus impressionnés par le fait qu'Elina sorte avec un gars qui avait une Porsche. J'ai compris alors que ce ne serait jamais suffisant. Peu importe ma réussite, je ne brillerai jamais comme Elina à leurs yeux. J'étais le cheval de trait. Elle était le cheval de parade. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. J'ai pris mes distances. Je venais moins souvent. Je me suis concentré sur ma vie à Denver. Je me suis fait des amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais. J'ai commencé à faire de la randonnée. J'ai recommencé à peindre. J'ai trouvé la paix dans le silence de mon appartement. Je croyais m'être échappé. Je croyais que le pire était passé. Je croyais que, parce que je ne leur demandais rien, ils ne pouvaient plus me faire de mal. Je me trompais. Cela nous ramène à aujourd'hui, à ce coup à la porte, à mes parents assis sur mon canapé gris, semblant déplacés dans mon sanctuaire. Ma mère me tenait toujours la main. Sa paume était moite. Le silence dans la pièce était assourdissant après qu'elle eut lâché le montant. 75 000 $. J'ai retiré doucement ma main. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de Denver. J'avais besoin d'un instant pour m'assurer que je n'avais pas halluciné cette demande. Je suis désolé, ai-je dit, me retournant vers eux. Ma voix était calme, incroyablement calme. Vous avez dit 75 000 $? C'est pour le mariage, a dit maman, sa voix se précipitant pour combler le silence. Tu sais, Elina et Julien se marient. Ce sera l'événement de l'année, Evelyn. La famille de Julien est de la haute société. Nous ne pouvons pas nous ridiculiser. La salle à elle seule coûte 30 000 $. Ensuite, il y a le traiteur, la robe, les fleurs. Les fleurs, ai-je répété. Vous voulez que je paye pour des fleurs? Ce ne sont pas juste des fleurs, a dit papa en se penchant en avant. Il utilisait son ton d'homme d'affaires raisonnable. C'est tout le package. Écoute, Evelyn, nous avons examiné les chiffres. Nous pouvons couvrir environ 2 000 $. Les parents de Julien paient pour la lune de miel et le dîner de répétition, mais la réception du mariage incombe à la famille de la mariée. C'est la tradition. Et vous n'avez pas l'argent, ai-je constaté. Nous en avons un peu, a dit papa en se raclant la gorge. Mais le marché est en baisse et nous avons des dépenses. Nous avons pensé que, eh bien, tu t'en sors si bien. Nous savons que tu as un bon salaire. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu as des économies. J'ai des économies parce que je travaille, ai-je dit. J'ai des économies parce que je ne suis pas parti en vacances. J'ai des économies parce que j'ai mangé des ramen pendant 4 ans. Evelyne, ne commence pas à faire un drame, a soupiré maman. C'est la famille. C'est le grand jour de ta sœur. Elle a tellement d'admiration pour toi.
Elle veut que tu sois sa demoiselle d'honneur. J'ai ri. C'était un rire sec et sans humour. Elle veut que je sois sa demoiselle d'honneur? Ou elle veut que la personne avec le carnet de chèques se tienne à côté d'elle? C'est une chose affreuse à dire, a répliqué ma mère d'un ton sec. Elle t'aime. Elle aime ce que je peux lui fournir, ai-je corrigé. Pourquoi a-t-elle besoin d'un mariage à 100 000 $? Pourquoi ne peut-elle pas faire un mariage qu'elle peut s'offrir? À cause de Julian, s'est exclamé maman. Nous te l'avons dit. Sa famille s'attend à un certain standing. Nous ne pouvons pas passer pour des indigents à côté d'eux. Cela rejaillit sur nous tous. Cela rejaillit sur toi aussi. Ça ne rejaillit pas sur moi, ai-je dit. Je ne connais pas ces gens. C'est le devoir familial, a dit papa en se levant pour me dominer de sa hauteur. Nous t'avons élevé. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Nous t'avons nourri. À présent, la famille a besoin d'aide. Tu es en position de nous aider. C'est égoïste de thésauriser ton argent quand le bonheur de ta sœur est en jeu. Égoïste? Ce mot avait le goût de la bile dans ma bouche. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. J'ai vu l'hypocrisie gravée sur leur visage. C'étaient les personnes qui avaient dit à une jeune fille de 18 ans que s'endetter était honteux. C'étaient les personnes qui m'avaient regardé marcher dans la neige avec des chaussures fines parce qu'elle refusait de m'acheter des bottes, mais qui avaient acheté une voiture à Elina. C'étaient les personnes qui avaient refusé de co-signer un prêt pour mes études, un investissement dans mon avenir, mais qui réclamaient maintenant du liquide pour une fête. Ils ne considéraient pas mon argent comme le mien. Ils le voyaient comme une ressource familiale que j'avais simplement collectée pour eux. Ils pensaient que, parce que j'étais la fille fiable, je dirais simplement oui. Ils pensaient pouvoir me faire culpabiliser. Vous m'avez dit, ai-je chuchoté, que vous ne paieriez pas pour mon université parce que vous vouliez m'apprendre la résilience. Vous avez dit que vous ne me soutiendriez pas parce que vous deviez penser à votre retraite. C'était différent, a balayé papa. Tu étais une enfant. Nous t'enseignions des valeurs. Alors, où sont les valeurs d'Elena, ai-je demandé. Pourquoi n'a-t-elle pas à apprendre la résilience? Pourquoi n'a-t-elle pas à lutter? Pourquoi son bonheur vaut-il 75 000 $ de mon argent, alors que mes études ne valaient pas une signature sur un bout de papier? Arrête de vivre dans le passé, a crié maman. C'est d'aujourd'hui qu'il s'agit. Il s'agit de ta sœur. Si tu ne fais pas ça, le mariage sera un désastre. Elle aura le cœur brisé. Veux-tu être responsable de la ruine de son mariage? Il recommençait, faisant de moi le bourreau. Si je disais oui, je me faisais exploiter. Si je disais non, j'étais la mauvaise sœur qui gâchait le mariage. Mais quelque chose avait changé en moi. C'était peut-être les années de silence. C'était peut-être le souvenir des mains tremblantes de mon grand-père rédigeant ce chèque pour mon acompte. C'était peut-être simplement l'audace pure de leur demande. Je n'étais plus la petite fille effrayée à la table de la cuisine. J'étais une femme qui avait construit une forteresse avec ses propres cicatrices. Je veux que vous partiez, ai-je dit. Mes parents ont eu l'air stupéfaits. Quoi? Je veux que vous quittiez mon appartement, ai-je dit en me dirigeant vers la porte pour l'ouvrir. J'ai besoin de réfléchir. Je ne vous signe pas de chèque aujourd'hui. Partez. Evelyn, sois raisonnable, a commencé papa. Dehors, ai-je hurlé. C'était la première fois que je haussais le ton face à mon père. Ils se sont levés précipitamment, l'air terrifié et offensé. Ils ont attrapé leur manteau et ont marché vers la porte. Nous attendons une réponse d'ici vendredi, a craché mon père en passant devant moi. Ne nous déçois pas, Evelyne, une fois de plus. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à me retrouver assise par terre. J'ai regardé autour de moi mon appartement calme et vide. Il voulait m'enlever cela. Il voulait prendre ma sécurité, mon travail acharné, et les transformer en confetti et en champagne pour Elina. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Elina. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé le montant sur mon compte d'épargne. C'était un chiffre qui représentait ma liberté. Puis j'ai ouvert ma galerie de photos et je suis remonté des années en arrière. J'ai trouvé une photo de mes grands-parents et de moi le jour de ma remise des diplômes.
Ils étaient les seuls à avoir jamais vraiment investi en moi. Je savais ce que je devais faire, mais je devais d'abord rassembler mes forces. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage et j'ai attrapé mes clés de voiture. Je n'allais pas rester ici à ruminer. J'allais aller au seul endroit qui m'avait semblé être un foyer. J'allais voir grand-mère Margaret. Après le départ de mes parents, le silence qu'ils laissaient derrière eux était pesant. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Je suis resté près de la porte pendant un long moment. Mon cœur battait la chamade, comme un tambour dans ma poitrine. J'ai regardé l'endroit du canapé où il s'était assis. Il ressemblait à un canapé normal, mais il semblait contaminé. Ils étaient entrés dans mon espace sécurisé, mon chez-moi, et ils avaient essayé de me briser à nouveau. Je devais sortir. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai attrapé mes clés de voiture au crochet près de la porte. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli les faire tomber. J'ai enfilé mon manteau. Je n'ai même pas regardé dans le miroir. Je m'en fichais de mon apparence. J'avais juste besoin d'être ailleurs, dans un endroit sûr. Je suis descendu au garage et je suis monté dans ma voiture. C'était une berline fiable. Rien d'extraordinaire, mais je l'avais payée avec mon propre argent. Chaque fois que je démarrais le moteur, je ressentais une petite étincelle de fierté. Aujourd'hui, je ne ressentais aucune fierté. Je me sentais malade. J'ai quitté la ville, me dirigeant vers la banlieue, vers le seul endroit qui avait jamais vraiment été un foyer pour moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes grands-parents prenait habituellement 30 minutes. Aujourd'hui, il m'a semblé durer des heures. Mon esprit tournait à toute vitesse. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de mon père. Devoir familial, égoïste, 75 000 $. Les mots résonnaient dans ma tête comme une mauvaise chanson que je ne pouvais pas éteindre. J'ai commencé à penser à l'argent. Pas seulement à l'argent qu'il voulait maintenant, mais à l'argent d'autrefois. Je me suis souvenu de ma première année d'université. Je me suis souvenu de moi dans l'allée de l'épicerie, tenant une miche de pain et un pot de beurre de cacahuète. Je me suis souvenu de moi comptant les pièces de monnaie dans ma paume. J'avais exactement 3,50 $. Le pain coûtait 2 $. Le beurre de cacahuète coûtait 3 $. Je ne pouvais pas m'offrir les deux. J'ai dû choisir. J'ai acheté le beurre de cacahuète parce qu'il contenait plus de protéines. Je l'ai mangé à la cuillère pour le dîner pendant 3 jours. Où étaient mes parents à ce moment-là? Ils étaient en croisière. Ils m'avaient envoyé une carte postale, nous passons un excellent moment. J'espère que les cours sont amusants. Ils buvaient des cocktails pendant que je choisissais entre du pain et du beurre de cacahuète. J'ai serré le volant plus fort. Mes articulations ont blanchi. La colère commençait à bouillir. Ce n'était pas la colère chaude et explosive que j'avais ressentie plus tôt. C'était autre chose. C'était froid. C'était dur. C'était la colère de quelqu'un qui voyait enfin la vérité en face. Je me suis engagé dans l'allée de la petite maison blanche de mes grands-parents. Le gravier a crissé sous mes pneus. Le son était familier et réconfortant. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise là 1 minute. J'ai regardé la maison. La peinture s'écaillait un peu sur le porche. Les parterres de fleurs étaient envahis par la végétation. Ce n'était pas une maison parfaite. Ce n'était pas un manoir comme celui où vivaient mes parents, mais elle était remplie d'amour. Je suis sorti de la voiture et j'ai monté les marches. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé le double de clé caché sous le paillasson. J'ai ouvert la porte et l'odeur m'a saisi immédiatement. Cela sentait les vieux livres, le thé à la menthe et la lavande. Cela sentait la sécurité. Grand-mère, ai-je appelé? Ma voix semblait faible. Dans la cuisine, ma chérie, a-t-elle répondu. Je suis entré dans la cuisine. Grand-mère Margaret était assise à la table en bois. Elle pelait des pommes. Ses mains étaient ridées et tachetées par l'âge, mais elle bougeait avec un rythme régulier. Grand-père Elden était assis dans son fauteuil préféré dans le coin, lisant un journal avec une loupe. Quand grand-mère a levé les yeux et m'a vu, elle s'est arrêtée. Elle a posé le couteau. Elle a vu mon visage. Elle a vu mes yeux rouges. Elle a vu mes mains tremblantes. Oh, Evelyne, a-t-elle dit doucement.
Viens là. Elle s'est levée et m'a ouvert les bras. Je m'y suis jeté et je me suis effondré. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour la jeune fille de 18 ans qui avait faim. J'ai pleuré pour celle de 20 ans qui travaillait jusqu'à ce que ses pieds saignent. J'ai pleuré pour la femme qui voulait simplement que ses parents l'aiment sans condition financière. Grand-mère m'a serré fort. Elle était petite et frêle à présent, mais elle me semblait être une montagne. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement laissé pleurer. Grand-père a posé son journal et nous a regardés, le regard triste mais bienveillant. Après un moment, je me suis écarté. Grand-mère a essuyé mon visage avec un mouchoir. « Assieds-toi » a-t-elle dit. « Je vais faire du thé. » Je me suis assise à la table. Je l'ai regardée s'activer dans la cuisine. Elle a préparé la bouilloire. Elle a sorti les tasses. C'était une routine si simple, mais elle m'a ancré dans la réalité. Ils sont venus me voir, ai-je dit. Ma voix était rauque. Tes parents, a demandé grand-père depuis son fauteuil. Oui, ai-je dit. Ils veulent de l'argent pour le mariage d'Alina. Grand-mère a ricané. C'était un bruit très peu distingué. Évidemment. Combien? 75 000 $, ai-je dit. Grand-mère a lâché la petite cuillère. Elle a cliqueté sur le comptoir. Grand-père a poussé un sifflement bas. 75 000 $, a répété grand-mère. Pour une fête? Ont-ils perdu la tête? Ils ont dit que c'était mon devoir, ai-je dit, les yeux fixés sur la table. Ils ont dit que je leur devais cela parce qu'ils m'avaient élevé. Ils ont dit que j'étais égoïste de garder l'argent que j'avais gagné. C'est absurde, a dit fermement grand-père. Il s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. Il s'est approché de la table et s'est assis à côté de moi. Evelyn, regarde-moi. Je l'ai regardé. Ses yeux bleus étaient ternis par le temps, mais ils étaient vifs. Tu ne leur dois pas un centime, a-t-il dit. Je me sentais coupable, ai-je avoué, quand ils étaient dans mon appartement à me regarder avec cette déception. Je me sentais comme une mauvaise fille. Tu n'es pas une mauvaise fille, a dit grand-mère, plaçant une tasse de thé chaud devant moi. Ce sont de mauvais parents. Je suis désolé de le dire parce que c'est aussi ma famille. Mais c'est la vérité. Ils ont choisi un favori il y a bien longtemps. Ils ont mis Elina sur un piédestal et ils t'ont mise à la cave. Et maintenant que tu as construit ta propre maison, ils veulent y emménager. J'ai bu une gorgée de thé. C'était chaud et sucré. Cela m'a réchauffé la poitrine. J'ai gardé toutes les factures, ai-je chuchoté. De l'université, j'ai une boîte dans mon placard, chaque relevé de prêt, chaque reçu de manuel, chaque talon de paie du dîner. Pourquoi les as-tu gardés, a demandé doucement grand-mère. Pour me souvenir, ai-je dit, pour me souvenir que j'ai réussi seul. Mais maintenant, avec le recul, cela me met juste en colère. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit si dur? Pourquoi ne pouvaient-ils pas m'aider un tout petit peu? Ils ont acheté une voiture à Elina. Il paie son loyer. Pourquoi n'en valais-je pas la peine? Parce que tu étais forte, a dit grand-père. Et ce sont des gens faibles. Les gens faibles sont intimidés par la force. Ils ont vu que tu n'avais pas besoin d'eux, et cela les a effrayés. Elina a besoin d'eux. Cela les fait se sentir importants. Toi, tu les fais se sentir inutiles. Cela m'a frappé de plein fouet. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. J'avais toujours pensé qu'ils m'ignoraient parce que je n'étais pas assez bien. Mais peut-être qu'ils m'ignoraient parce que j'étais trop bien, trop indépendante. Je ne nourrissais pas leur ego. Je vais dire non, ai-je dit. Les mots semblaient lourds, mais justes. Je vais leur dire que je ne paierai pas, bien, a dit grand-mère. Tiens bon, Evie. Tu as travaillé trop dur pour cette sécurité pour la dilapider pour une fontaine de chocolat et un digi. Il risque de me couper les ponts, ai-je dit. Il risque d'arrêter de me parler. Grand-mère a tendu la main à travers la table et a couvert la mienne. Laisse-les faire. S'ils arrêtent de te parler parce que tu refuses de leur donner de l'argent, alors ils ne s'adressaient pas à toi. Ils s'adressaient à ton portefeuille. Tu te porteras mieux sans ce bruit de fond. Je suis resté avec eux pendant des heures. Nous n'avons plus parlé du mariage. Nous avons parlé du jardin de grand-père.
Nous avons parlé d'une émission que regardait grand-mère. C'était normal. C'était paisible. C'était ce que la famille était censée être. Au moment où je suis parti, le soleil se couchait. Le ciel était d'un violet profond. Je suis remonté dans ma voiture. Je ne me sentais plus malade. Je ressentais quelque chose de nouveau. Je me sentais solide, comme un mur de briques qui avait enfin séché et s'était figé. Je suis rentré à mon appartement. Je suis entré. J'ai de nouveau regardé le canapé. Il ne semblait plus contaminé. C'était juste un meuble. Je me réappropriais mon espace. Je me réappropriais ma vie. Je savais qu'il reviendrait. Je savais que le combat n'était pas terminé. Mais pour la première fois, je savais que j'allais gagner. Non pas parce que je voulais leur faire du mal, mais parce que je m'aimais enfin assez pour me protéger. La semaine s'est étirée. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se nouait, pensant que c'était eux. Mais ils n'ont pas appelé. Ils attendaient. Ils m'avaient donné une date limite. Le vendredi, ils s'attendaient à ce que je me présente avec un chèque ou que je leur transfère l'argent. Ils s'attendaient à ce que je cède comme je le faisais toujours quand j'étais plus jeune. Mais le vendredi est arrivé et je ne suis pas allé vers eux. Je suis resté à la maison. J'ai pris un jour de congé. Je devais être prête. Je savais qu'ils ne laisseraient pas simplement passer la date limite. Ils viendraient à moi. J'ai passé la matinée à nettoyer mon appartement. J'ai récuré les comptoirs jusqu'à ce qu'ils étincellent. J'ai passé l'aspirateur sur les tapis. J'ai organisé ma bibliothèque. C'était une énergie nerveuse. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je voulais que mon espace soit parfait. Je voulais leur montrer que ma vie était ordonnée, contrôlée et couronnée de succès sans leur aide. Je me suis habillé avec soin. Je n'ai pas mis mon pantalon de jogging confortable. J'ai mis une chemise blanche impeccable et un pantalon noir. J'ai mis mes chaussures. Je voulais me sentir professionnel. Je voulais me sentir comme l'analyste senior en cybersécurité que j'étais, pas comme la petite fille effrayée dont ils se souvenaient. À 10 heures, la sonnette a retenti. C'était un coup sec et exigeant. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis dirigé vers la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était eux. Maman et papa. Ils s'étaient mis sur leur 31 eux aussi. Papa était en costume. Maman portait un chemisier en soie. Ils avaient l'air d'aller à une réunion d'affaires. D'une certaine manière, c'était le cas. Ils étaient là pour conclure l'affaire sur le dos de leur fille. J'ai ouvert la porte. Evelyn, a dit papa. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste prononcé mon nom comme s'il s'agissait d'un élément d'une liste de contrôle. Nous sommes là pour la réponse. Entrez, ai-je dit. Ma voix était stable. J'en étais fier. Ils sont entrés. Mon père portait un porte-document en cuir. Il l'a posé sur ma table basse avec un bruit sourd. Voici le contrat pour la salle, a-t-il dit en tapotant le dossier. Nous avons besoin de la compte aujourd'hui, et le reste des paiements pour les prestataires est dû la semaine prochaine. Nous avons pensé que le plus simple serait que tu nous rédiges un seul chèque, et nous nous chargerons de la répartition. Comme ça, tu n'auras pas à gérer le stress de l'organisation. Il était si confiant. Il parlait comme si mon accord était une évidence. Comme si, la dernière fois que nous avions parlé, je ne les avais pas mis dehors. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils se sont assis sur le canapé. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenu près de la fenêtre, gardant une distance entre nous. J'avais besoin de dominer la situation. Je ne signerai pas de chèque, ai-je dit. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je ne me suis pas excusé. Je l'ai juste dit. L'air s'est figé dans la pièce. Ma mère a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Le sourire confiant de mon père s'est effondré. Pardon, a dit papa. Nous n'avons pas le temps de jouer, Evelyne. La banque ferme à 17 heures, ce n'est pas un jeu, ai-je dit. Je ne vous donnerai pas 75 000 $. Je ne donnerai aucun argent pour le mariage d'Elena. Evelyne, sois raisonnable, a dit maman, sa voix montant d'un ton. Nous t'avons dit que c'était vital.
Les invitations sont déjà rédigées. Les gens attendent ce mariage. La famille de Julien l'attend. Alors la famille de Julien n'a qu'à payer, ai-je dit. Ou vous pouvez payer, ou Elena peut payer. Nous n'en avons pas les moyens, a tranché papa. Le masque du polyhomme d'affaires a glissé, révélant la colère sous-jacente. Nous t'avons dit que nos liquidités sont bloquées. Nous avons besoin que tu prennes tes responsabilités. C'est ce que fait une famille. On s'entraide. S'entraider? J'ai ri. C'était un rire froid et sec. Vous voulez parler d'entraide? Parlons-en. Où était l'entraide quand j'avais 18 ans? Oh mon Dieu, pas encore ça, a gémi maman en levant les bras au ciel. Pourquoi ramènes-tu toujours tout au passé? Tu es tellement amer, Evelyn. C'est laid. J'en parle parce que cela compte, ai-je dit. Vous avez refusé de m'aider pour mes 4 années de frais de scolarité universitaire. C'était un investissement dans mon avenir. Vous avez dit non. Vous avez dit que s'endetter était honteux. Vous avez dit que je devais apprendre par la manière forte. Et regarde-toi, a fait papa d'un geste désignant l'appartement. Tu t'en es bien sorti. Notre méthode a fonctionné. Tu pas réussi parce que nous avons été durs avec toi. Tu devrais nous remercier. Ma mâchoire s'est décrochée. Une telle audace me coupait le souffle. Vous pensez que j'ai réussi parce que vous m'avez abandonné? J'ai réussi malgré votre abandon. J'ai réussi parce que grand-père et grand-mère m'ont aidé pour la compte. J'ai réussi parce que je n'ai pas dormi pendant 4 ans. Vous n'avez pas le droit de vous attribuer le mérite d'une maison que vous avez refusé d'aider à construire. Nous sommes tes parents, a crié mon père en se levant. Son visage devenait rouge. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons nourri pendant 18 ans. Tu nous es redevable. Je ne vous dois rien pour les bases de l'éducation, ai-je hurlé en retour. Vous avez choisi d'avoir des enfants. Me nourrir était votre obligation légale, pas une faveur. Et même si je vous devais quelque chose, pourquoi Elena ne vous doit-elle rien? Pourquoi a-t-elle droit à un traitement de faveur? Pourquoi a-t-elle une voiture, son loyer payé, et maintenant un mariage? Elena est différente, a crié maman. Elle a besoin de nous. Elle n'est pas comme toi. Elle est sensible. Elle ne peut pas supporter le stress comme toi tu le fais. Si nous ne l'aidons pas, elle va s'effondrer. Alors laissez-la s'effondrer, ai-je dit. Tu es jalouse, a craché papa. Tu as toujours été jalouse d'elle. Tu es jalouse parce qu'elle est heureuse et attachante. Et toi, tu es froide et dure. Les mots ont piqué. Ils visaient les points sensibles. Froide, dure, peu aimable. Je suis dur parce que j'ai dû l'être, ai-je dit doucement. J'ai dû être dur pour vous survivre. Si tu ne fais pas ça, a dit maman, se levant pour rejoindre papa. Ses yeux étaient sauvages. Si tu ne signes pas ce chèque, tu tournes le dos à cette famille. Tu comprends? Tu ne seras pas la bienvenue à Noël. Tu ne seras pas la bienvenue à la maison. Ce sera fini entre nous. La menace flottait dans l'air. L'arme ultime. Faites ce que nous voulons ou nous cesserons de vous aimer. Je les ai regardés. J'ai regardé ma mère, qui ne m'avait jamais serré dans ses bras comme elle serrait Elina. J'ai regardé mon père, qui ne me regardait avec fierté que lorsqu'il pensait pouvoir obtenir quelque chose de moi. J'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne perdais rien. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Leur amour était conditionnel. C'était une transaction, et le prix était trop élevé. D'accord, ai-je dit. Mes parents se sont figés. Quoi, a demandé papa. J'ai dit, d'accord, ai-je répété. Si le prix pour faire partie de cette famille est de 75 000 $, je ne paierai pas. Si vous voulez me renier pour de l'argent, alors allez-y. Mais je veux que vous vous souveniez de ce moment. Souvenez-vous que vous avez choisi une fête plutôt que votre fille. Vous avez choisi les apparences plutôt que moi. Tu le regretteras, a balbutié papa. Il avait l'air incertain à présent. La menace n'avait pas fonctionné. Il n'avait plus d'autres cartes à jouer. Je ne pense pas, non, ai-je dit. Maintenant, s'il vous plaît, partez. J'ai du travail à faire. Tu fais une énorme erreur, Evelyn, a sangloté maman. C'était un sanglot fin, manipulateur.
Tu me brises le cœur. Vous avez brisé le mien il y a bien longtemps, maman, ai-je dit. J'ai juste fini par arrêter d'essayer de le réparer. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai maintenue ouverte. Je les ai fixés du regard. Je n'ai pas scié. J'étais une statue. Ils ont rassemblé leurs affaires. Papa a attrapé le porte-document en cuir. Il m'a regardé avec une haine pure. Ne t'attends pas à une invitation au mariage, ni même aux funérailles. C'est noté, ai-je dit. Ils sont sortis dans le couloir. J'allais claquer la porte quand j'ai entendu un bruit, un soupir de surprise. J'ai regardé au-delà de mes parents. Debout dans le couloir, appuyé contre le mur, se tenait Elan. Léna avait l'air terrible. Ce fut ma première pensée. Ma magnifique et parfaite sœur, qui avait toujours l'air de sortir d'un magazine, ressemblait à une épave. Elle portait un pantalon de jogging bien trop grand pour elle. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné sur le dessus de sa tête. Son visage était pâle et ses yeux étaient gonflés et rouges. Elle tenait un trousseau de clés. Elle avait dû entrer dans l'immeuble pendant que nous nous disputions. « Elina » a dit maman, sa voix changeant instantanément. Elle est passée du ton de harpie criarde qu'elle utilisait avec moi à un doux roucoulement mielleux. « Bébé, qu'est-ce que tu fais là? Tu as conduit? Tu sais que tu deviens anxieuse quand tu conduis en ville. » Elena n'a pas regardé maman. Elle me regardait. Ses yeux étaient grands, remplis de choc. « Je vous ai entendu, » a chuchoté Elina. « Tu as entendu quoi, ma chérie ?» a demandé papa, essayant de lui masquer la vue sur moi. Nous partions justement. Evelyne est. Evelyn passe une mauvaise journée. Elle ne se sent pas bien. Arrêtez de mentir, a dit Elina. Sa voix n'était pas forte, mais elle a fendu l'air comme un couteau. J'ai tout entendu. Je me tenais là depuis 5 minutes. J'ai entendu ce que vous lui avez dit. Vous avez dit qu'elle était froide et dure. Vous avez dit que vous la reniez. Nous essayons juste de la raisonner, a pleuré maman, tendant la main pour toucher le bras d'Elena. Elle refuse d'aider pour ton mariage. Elle veut gâcher ton jour si spécial. Nous ne faisions que te défendre. Elina a retiré son bras. Elle a regardé nos parents avec un air de pure fatigue. Vous ne me défendiez pas, a dit Elina. Vous m'utilisiez. Vous m'utilisiez comme excuse pour lui prendre son argent. Nous avons besoin de cet argent pour la salle, a insisté papa. Pour les fleurs, pour la robe? C'est pour toi, Elina. Je n'en veux pas, a dit Elina. Le silence qui a suivi fut total. Mes parents ont eu l'air de recevoir une gifle. Quoi, a chuchoté maman. Je ne veux pas de ce mariage, a dit Elena. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je n'ai jamais voulu de grand mariage. C'est toi qui le voulais, maman. Tu voulais les photos. Tu voulais frimer devant tante Carole et les voisins. Moi, je voulais juste. Je voulais juste épouser Julien. Mais la famille de Julien, a balbutié papa. Julien s'en fiche, a crié Elena. C'était un son brut, brisé. Julien déteste tout ça. Nous nous disputons tous les soirs à cause du stress. Nous ne pouvons pas nous offrir cette vie que vous essayez de construire pour nous. Je me noie, maman. Je me noie. Elle s'est retournée pour me regarder. Elle est passée devant nos parents et s'est tenue devant le seuil de ma porte. Tu avais raison, m'a-t-elle dit. J'ai regardé ma petite sœur. Pour la première fois, je ne voyais pas l'enfant gâté. Je voyais une jeune femme terrifiée qui avait été paralysée par un excès d'assistance. À quel sujet, ai-je demandé doucement. À mon sujet, a-t-elle dit. Tu as dit que j'étais impuissante. Tu as dit qu'il m'avait paralysée. Tu as raison. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas comment payer des factures. Je ne sais pas comment garder un travail. J'abandonne tout dès que ça devient difficile parce que maman me dit toujours que je n'ai pas à souffrir. Mais je souffre. Je me sens inutile. Elle a essuyé son nez avec sa manche. Je t'ai vu, tu sais, il y a des années, ce jour-là dans la neige. Mon souffle s'est coupé. Tu m'as vu? J'étais dans la Jeep, a-t-elle dit. Je t'ai vu marcher vers l'arrêt de bus. Tu avais l'air si gelé. Je voulais m'arrêter. Vraiment.
Mais j'avais peur. J'avais peur que si je m'arrêtais, je doive admettre que ce que maman et papa te faisaient était mal. Et si j'admettais cela, je devais admettre que j'en faisais partie. Alors, j'ai continué à rouler. J'ai monté le volume de la musique pour ne pas y penser. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je suis tellement désolé, Evelyne. Je m'en veux depuis 4 ans. J'ai senti la colère en moi commencer à se fissurer. Elle s'est effondrée, ne laissant que de la tristesse. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé. Parce que j'étais une lâche, a dit Elena. Et parce que j'étais jalouse. Tu étais jalouse de moi, ai-je demandé, tout aussi choquée que la première fois que cette pensée m'avait effleuré. Oui, a-t-elle dit. Tu étais réelle. Tu étais là-bas, dans le monde, à te battre, à construire quelque chose. J'étais juste une poupée dans une maison de poupées. Tu as une carrière. Tu as du respect. Je n'ai rien. Je suis juste Elena, la jolie. C'est tout ce que je suis. Elle s'est retournée vers nos parents. Sa voix est devenue plus forte. J'annule le mariage, a-t-elle annoncé. Tu ne peux pas, a hurlé maman. Les acomptes, la réputation. Je me fiche de la réputation, a crié Elina. Je tiens à ma sœur. Je tiens à ma vie. Je ne vais pas commencer mon mariage avec de l'argent volé. Je ne prendrai pas les économies d'Evelyn. Elina, tu fais une erreur, a prévenu papa, d'une voix basse et menaçante. Si tu fais cela, nous ne pourrons plus t'aider. Elina a ri. Cela ressemblait exactement à mon rire de tout à l'heure. Tant mieux. Ne m'aidez pas. S'il vous plaît, arrêtez de m'aider. Votre aide est en train de me détruire. Elle m'a regardé. Evelyne, je sais que je ne le mérite pas, mais je ne veux pas rester seule avec eux en ce moment. Je peux entrer? J'ai regardé mes parents debout dans le couloir, l'air vaincu et minuscule. Puis j'ai regardé ma sœur, qui se tenait enfin sur ses 2 pieds. Oui, ai-je dit. Entre. Elena a pénétré dans mon appartement. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Au revoir, ai-je dit. J'ai fermé la porte au nez de mes parents. Je les ai entendus crier pendant 1 minute, puis il y a eu des bruits de pas, le tintement de l'ascenseur, puis le silence. Je me suis tourné vers Elina. Elle se tenait au milieu de mon salon, regardant autour d'elle comme si elle avait atterri sur une autre planète. C'est joli chez toi, a-t-elle reniflé. Merci, ai-je dit. Je l'ai payé moi-même. Elle a souri faiblement. Je sais que 3 semaines, ce n'est pas beaucoup de temps pour organiser un mariage, mais il s'avère que lorsqu'on enlève tout le superflu à 75 000 $, un mariage est en réalité assez simple. Elena a tout annulé. La salle de bal, le traiteur, l'orchestre de 10 musiciens. Elle a perdu un peu d'argent d'acompte, que papa avait payé, mais elle s'en fichait. Elle disait que c'était le prix de la liberté. Nous avons trouvé un nouvel endroit, le centre communautaire de la Queude. Louer la salle pour l'après-midi coûtait 200 $. Ce n'était pas glamour. Le sol était en linoléum et les murs étaient d'un beige qui me rappelait un cabinet de dentiste, mais il y avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil, et une cuisine où nous pouvions réchauffer de la nourriture. Nous avons tout fait nous-mêmes. C'était amusant. Vraiment amusant. Elina venait chez moi tous les soirs. Nous nous asseyions par terre à boire du vin bon marché et à fabriquer des décorations. Nous avons fait des fleurs en papier avec des pages de vieux livres. Nous avons suspendu des guirlandes lumineuses que j'avais dans mon placard. Pour la première fois, nous avons parlé, vraiment parlé. Elle m'a raconté à quel point c'était étouffant d'être la fille parfaite, à quel point elle avait l'impression de devoir constamment jouer un rôle. Je lui ai parlé de la solitude de ses années d'université. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons encore plus ri. Nous apprenions à nous connaître en tant qu'adultes, et non plus à travers les rôles que nos parents nous avaient assignés. Le jour du mariage, le centre communautaire semblait métamorphosé. Cela n'avait pas l'air cher, mais c'était magique. Les guirlandes lumineuses scintillaient contre les murs beiges. Les fleurs en papier avaient un style artistique et unique. J'étais la demoiselle d'honneur. Je n'ai pas acheté de nouvelles robes. J'ai porté une robe de cocktail bleu marine que je mettais pour des événements professionnels. Elena portait une robe d'été blanche dénichée dans une boutique vintage pour 40 $.
Elle avait les cheveux détachés, lâches et ondulés. Elle paraissait plus jeune, plus légère. Elle avait l'air heureuse. Nos parents n'étaient pas là. Ils avaient envoyé un SMS à Elina disant qu'ils ne pouvaient pas cautionner cette parodie de mariage et qu'ils passeraient le week-end dans leur maison du lac pour se remettre du stress. Quand Alina a lu le message, elle a juste haussé les épaules. D'accord, a-t-elle dit, et elle a rangé son téléphone. Elle n'a pas pleuré. Elle a choisi sa paix plutôt que leur approbation. Grand-mère et grand-père étaient là. Grand-père était dans son fauteuil roulant, portant son plus beau costume datant de 1980. Grand-mère portait un chapeau orné d'une fleur. Elle ressemblait à une reine. La famille de Julien est venue aussi. J'étais nerveuse à leur sujet. Maman et papa les avaient dépeints comme de terrifiants snobs, mais quand ils sont entrés, ils souriaient. Le père de Julien a enlevé sa cravate et a retroussé ses manches pour aider à installer les chaises. La mère de Julien a serré Elina dans ses bras et lui a dit qu'elle était magnifique. Ils ne se souciaient pas du prestige. Ils aimaient simplement leur fils et constataient que leur fils aimait Elina. La cérémonie a été courte. Un de leurs amis s'était fait ordonner en ligne pour célébrer l'union. Je me tenais à côté d'Elina. J'ai regardé Julien la contempler. Il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Il se fichait de la robe ou du lieu. Lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, la voix d'Elena était assurée. « Je promets d'être ta partenaire », a-t-elle dit. « Je promets de construire une vie avec toi. Une vraie vie, même si c'est difficile, même si nous sommes fauchés, tant qu'elle est à nous. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Elle grandissait, enfin. Après la cérémonie, nous avons mangé. Nous avions commandé 20 pizzas dans une pizzeria locale, et la mère de Julien avait préparé une immense salade. Nous avions des glacières pleines de bière et de soda. Je me suis assise avec grand-mère et grand-père à une table d'angle pour observer la salle. Les gens riaient. Les enfants couraient sur le linoléum. C'était bruyant, chaotique et merveilleux. « Tu as bien agi, Evie », a dit grand-père en me tapotant la main. « Nous avons bien agi », ai-je corrigé. Elina a fait une grande partie de tout ça. Elle apprend. Elle se libère enfin de leur emprise, a dit grand-mère. Grâce à toi. Je n'ai rien fait, ai-je dit. J'ai juste dit non. Parfois, a dit grand-mère, dire non est la chose la plus aimante que l'on puisse faire. Tu l'as obligée à ouvrir les yeux. Plus tard dans la soirée, Alina m'a entraîné sur la piste de danse. La musique provenait d'une enceinte Bluetooth. C'était une chanson pop ringarde, mais nous avons dansé quand même. Nous tournions en rond en riant, manquant de trébucher sur nos propres pieds. Merci, a crié Elina pour couvrir la musique. Pourquoi, ai-je crié en retour. Pour ne pas avoir signé le chèque, a-t-elle dit. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. C'était une plaisanterie que nous seuls pouvions comprendre. Une blague sur l'absurdité de notre famille, la douleur du passé et le soulagement du présent. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai réalisé que l'absence de mes parents ne laissait pas de vide dans la salle. C'était juste de l'espace. De l'espace pour que nous soyons nous-mêmes. De l'espace pour une joie qui n'était pas jouée. De l'espace pour un amour qui n'était pas acheté. J'ai ressenti un profond sentiment de page tournée. Je n'avais pas obtenu les excuses que je voulais de mes parents. Je n'avais pas eu l'enfance que je méritais. Mais j'avais ce moment de réalité pure et authentique. Et cela suffisait. 2 mois ont passé. La vie s'est installée dans un nouveau rythme. Elina et Julien ont emménagé dans un petit appartement. C'était un studio, minuscule et exigu, mais ils payaient le loyer eux-mêmes. Elina a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Elle adorait les animaux. Ce n'était pas un travail glamour. Cela ne payait pas beaucoup. Mais chaque vendredi, elle m'envoyait une photo de son chèque de paie avec une légende du genre « Regarde, c'est moi qui l'ai gagné ». J'étais fier d'elle. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Nous devons parler. Retrouve-nous au Starbucks de la 16e rue. À 17h, ce n'était pas une question, c'était une convocation. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai fixé mon téléphone. Mon cœur a fait un petit bond, un réflexe de peur.
Mais j'ai alors pris une inspiration. Je n'avais plus peur. J'étais curieuse. Je suis parti tôt du travail et j'ai conduit jusqu'au café. Je suis entré à 17h pile. Ils étaient assis à une table dans le fond. Ils semblaient diminuer. C'était le seul mot pour le décrire. Il paraissait plus petit. Le costume de papa flottait un peu sur lui. Maman avait l'air fatiguée. Son maquillage n'était pas tout à fait aussi impeccable que d'habitude. Ils avaient 2 cafés devant eux. Ils ne m'en avaient pas acheté. Je me suis approché et je me suis assise. Bonjour, ai-je dit. Evelyne, a dit mon père. Il a hoché la tête avec raideur. Nous avons vu les photos, a lâché maman d'un coup. Elle triturait une serviette en papier, la déchirant en morceaux minuscules. Sur les réseaux sociaux, la mère de Julien les a publiés. C'était un beau mariage, ai-je dit calmement. Cela faisait pauvre, a dit maman. Mais il n'y avait aucun venin dans ses paroles. Juste une sorte de triste confusion. Pourquoi portait-elle cette vieille robe? Parce qu'elle lui plaisait, ai-je répondu. Et parce qu'elle l'a payée elle-même. Nous l'avons manqué, a dit mon père. Sa voix était bourrue. Il regardait par la fenêtre, refusant d'établir un contact visuel. Nous avons manqué le mariage de notre fille. Vous avez choisi de le manquer, l'ai-je corrigé. Vous étiez invité. Vous avez choisi de ne pas venir parce que ce n'était pas le spectacle que vous vouliez. Mon père s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient fatigués. Nous pensions. Nous pensions que si nous restions fermes, elle reviendrait. Nous pensions qu'elle avait besoin de nous. Elle avait besoin de vous, ai-je dit. Elle avait besoin que vous soyez ses parents, pas ses banquiers, ni ses managers. Elle avait besoin que vous veniez l'applaudir, même si elle se mariait dans un hangar. Un long silence s'est installé. Le brouhaha du café bourdonnait autour de nous, le bruit de la machine à expresso, les discussions des autres clients. Nous voulons la voir, a chuchoté maman. Elle ne répond pas à nos appels. Elle est occupée, ai-je dit. Elle travaille. Elle construit sa vie. Elle n'a plus le temps pour ses drames. Et toi, a demandé mon père. Est-ce que c'est fini pour nous avec toi aussi? Je les ai regardés. J'ai pensé à la colère que j'avais portée si longtemps. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle s'était évaporée. Ce n'est pas fini, ai-je dit. Mais les conditions ont changé. Les conditions? Mon père a froncé les sourcils. Oui, ai-je répondu. Si vous voulez faire partie de ma vie ou de celle d'Elena, les choses changent. Fini les discussions sur l'argent. Vous ne me demanderez plus jamais d'argent. Vous ne ferez plus jamais de chantage financier à Elena. Vous ne nous comparez plus. Vous ne faites plus de favoritisme. Vous nous traitez comme des adultes et vous respectez nos limites. Et si nous ne le faisons pas? A demandé maman, la voix tremblante. Alors nous partons, ai-je dit. Pour de bon. Nous avons l'une l'autre maintenant. Nous n'avons pas besoin de vous pour survivre. Nous voulons de vous, mais nous n'avons pas besoin de vous. Il y a une différence. Mon père m'a dévisagé. Il a regardé la femme confiante qui lui faisait face. Il a finalement compris qu'il avait perdu le contrôle. Il ne pouvait pas m'acheter. Il ne pouvait pas m'intimider. Il ne pouvait que m'accepter ou me perdre. Il a hoché la tête lentement. D'accord, a-t-il dit. D'accord, nous voulons juste retrouver notre famille, a dit maman, les yeux pleins de larmes. Alors construisez-la, ai-je dit. Construisez-la sur le respect, pas sur l'argent. Je me suis levé. Je dois y aller. Je retrouve Elina pour dîner. Elle prépare des lasagnes brûlées. Dis-lui, a commencé papa, avant de s'interrompre. Dis-lui qu'on lui dit bonjour. Je le ferai, ai-je dit. Je suis sorti du café. L'air extérieur était vif et frais. Le soleil se couchait, peignant l'horizon de Denver d'or et d'orange. Je me sentais légère. J'ai marché vers ma voiture, je suis monté dedans et j'ai conduit vers l'appartement de ma sœur. J'ai pensé au mot justice. J'avais l'habitude de penser que la justice signifiait punition. Je pensais qu'elle signifiait que mes parents devaient souffrir de la même façon que j'avais souffert. Mais en conduisant,
j'ai réalisé que ce n'était pas cela. La justice ne consistait pas à les faire perdre. Elle consistait pour moi à gagner. Gagner ma paix. Gagner mon respect de moi-même. Gagner cette relation avec ma sœur qu'ils avaient essayé de me voler. J'avais passé tant d'années à me sentir victime. Mais je n'étais plus une victime. J'étais une survivante. Et plus encore, j'étais libre. Je me suis garé devant l'immeuble d'Alina. Je l'ai vue à la fenêtre, me faisant de grands signes de la main. Je lui ai répondu d'un signe. J'ai coupé le moteur. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré pour vivre ma vie. Si l'histoire d'Hélène a résonné en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des familles où l'amour ressemblait à une transaction ou bien dans lesquelles on nous faisait nous sentir invisibles. Il est incroyablement difficile de rompre ces cercles vicieux. C'est effrayant de dire non aux personnes qui vous ont élevé. Mais comme Evelyne nous l'a montré, la seule façon de trouver la paix est parfois de tracer une ligne rouge. Avez-vous déjà dû fixer une limite stricte avec votre famille? Avez-vous lutté contre la culpabilité? Comment avez-vous trouvé votre propre justice silencieuse? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous les uns les autres. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires sur la façon de trouver la force dans les endroits les plus difficiles. Vous valez bien plus que ce que vous pouvez apporter aux autres.